sur le stand Agri Demain, une nouvelle table d'hôte s'ouvre. Vous pouvez en profiter. On va évoquer avec nos invités que je vais vous présenter les perspectives de développement du gaz vert agricole. Alors on a le plaisir d'accueillir autour de cette table plusieurs forcément invités. Madame Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Bonsoir Christiane. Bonsoir. Aujourd'hui nous avons 600 grosso modo méthaniseurs en France. Oui. Il y a différentes options, des projets individuels, des projets collectifs. Il y a place pour tous. Mais il y a aussi une très forte implication des partenaires pour justement récupérer ce gaz vert et le valoriser au mieux, soit en injection directe, soit par d'autres utilisations. Et on a pour nous, côté FNSEA, on prône vraiment les projets, alors que d'autres considèrent petits, mais des projets agricoles qui permettent d'avoir d'autres externalités extrêmement positives sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir, que ce soit au plan économique, agronomique ou de territoire. Donc c'est pour nous une vraie voie positive. L'économie circulaire est découverte aujourd'hui par certains, alors qu'en agriculture on la connaît depuis la nuit des temps. Et c'est l'occasion de redire simplement un certain nombre de choses évidentes. Alors la méthanisation de gaz vert, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça, par la décrire. En fait, c'est une nouvelle venue dans la grande famille des énergies renouvelables, puisqu'il s'agit de créer un gaz produit localement. Vous savez qu'en France, le gaz que l'on consomme aujourd'hui est massivement importé de sources lointaines, il est extrait de sous la terre. Et là, toute la logique de cette nouvelle énergie renouvelable qui émerge, c'est effectivement de pouvoir créer une capacité, de créer en France en fait un gaz produit localement et de pouvoir progressivement remplacer le gaz fossile, le gaz bleu, par du gaz produit localement, le gaz vert. Voilà. Et donc c'est en tant que distributeur, notre responsabilité est effectivement de permettre aux agriculteurs qui s'engagent sur cette voie de pouvoir injecter cette nouvelle énergie dans les réseaux de gaz. Et en tant que distributeur, on est très ancré localement, en proximité des territoires, et on observe vraiment depuis 3 ans une dynamique formidable qui se développe sur les territoires. Elle est formidable parce que, on l'a dit, donc la méthanisation permet de créer un gaz produit localement, elle permet de créer des emplois qui ne sont pas délocalisables. Là, on estime de 3 à 4 le nombre d'emplois qui peut être créé par site. C'est aussi une énergie qui permet de diviser par 10 les émissions de gaz à effet de serre et qui rend un énorme service en fait à l'environnement, au-delà de la diminution des gaz à effet de serre, à travers tous les bénéfices que cette boucle circulaire de recyclage des déchets peut procurer. Christophe, tu vas pouvoir rebondir puisque vous êtes avec le collectif sur une phase de projet. Oui, j'ai envie de dire, c'est presque une coopérative agricole qu'on est en train de fonder puisque nous sommes à 18 partenaires et voisins agriculteurs. On s'engage sur 3500 hectares justement de couverts cives, donc c'est quand même assez conséquent. Effectivement, dans le mix produit, c'est le mélange qui est intéressant. On ne peut pas faire que du cive. Il y a aussi, nous, dans notre région, des sucreries. Donc, on va valoriser la pulpe de betterave. On va aussi... moi, je travaille avec une coopérative Val-France. On a des issues de silos, de la poussière, des choses comme ça. Tout ça, c'est méthanogène. Et donc, on va faire le mélange avec une base de végétal plus des cives. Alors, les cives, ce sont des couverts, hein, des céréales qu'on ne va pas récolter à maturité. Voilà. Et donc, on stocke ça, comme disait Christiane, pour avoir l'approvisionnement régulier du méthaniseur. Parce que le problème du méthaniseur, c'est qu'une fois qu'il est en marche, on ne peut plus l'arrêter. En termes de typologie de projet, en fait, les typologies de projet s'adaptent à la spécificité du territoire. Hein. Notamment sur le Grand Est, on a une façade ouest qui est très céréalière. Donc, on voit naturellement des projets plutôt à base de cives essentiellement et de déchets agricoles. Et plus on va vers l'est, plus on voit le projet évoluer vers des intrants à base de déchets d'élevage, voire même des projets totalement avec des déchets d'élevage. Donc cette typologie de projet est vraiment fonction du territoire et notamment de l'agriculture qui est développée. Après, effectivement, dans la région Ouest, on a la particularité d'être une région fortement agricole, donc fortement dynamique en termes de projets de méthanisation. Hein. Aujourd'hui, on a, alors ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais en termes de projets, on va dire actifs, qui ont réservé leur capacité dans les réseaux, on a 5,8 TWh, alors un peu plus de 4 TWh pour le Grand Est et 1,6 pour Bourgogne-Franche-Comté, qui ont réservé leur capacité, leur réseau.
ce qui représente à peu près pour le Grand Est à peu près 200 projets qui sont dans une phase déjà bien avancée et qui vont vers la construction de leur installation. Et sur Bourgogne-Franche-Comté, un petit peu moins, mais on est sur une cinquantaine, soixantaine de projets sur Bourgogne-Franche-Comté. L'acceptabilité sociétale, elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, on forme les porteurs de projets pour qu'ils aillent présenter de façon pédagogique et compréhensible par tous quel est leur projet, pourquoi, quel est l'intérêt pour le territoire, quel est l'intérêt pour la planète, parce que les gens sont très préoccupés par l'intérêt de la planète, mais ne veulent pas que ça se passe à côté de chez eux. On connaît très bien le phénomène NIMBY, et c'est vrai aussi, alors moi je suis éleveur de porc, j'ai connu ça pour construire une porcherie, mais c'est vrai aussi que ça arrive aujourd'hui pour le sujet méthanisation. Sur la partie financement, pour bien comprendre, il faut comprendre ce que fait Mimosa. Mimosa, on a une plateforme de financement participatif dédiée à la transition agricole, alimentaire et énergétique. Ça veut dire qu'on invite les citoyens à participer financièrement à des projets à travers 2 outils. Le don avec contrepartie, qui leur permet, en échange de leur argent, d'avoir des contreparties en nature, des produits, des services, des expériences. Et puis un deuxième outil, le prêt participatif, qui leur permet d'être rémunérés suite à l'argent qu'ils ont investi dans un projet sur une durée donnée, à un taux d'intérêt donné par l'agriculteur. Et donc dans le cadre des projets de méthanisation, on intervient effectivement en complément des banques, en invitant le citoyen à participer financièrement à ce projet et à être rémunéré derrière. Donc en fait, l'agriculteur vient associer intégralement le citoyen de son territoire. Et en fait, nous, il y a quelque chose qu'on dit assez souvent finalement, c'est que avant d'y être associé, un méthaniseur, ça pue, puisque beaucoup de gens pensent ça. Et puis une fois qu'on est associé au projet, qu'on a une petite part, en fait, on a intérêt à ce que le projet fonctionne. Ça sent moins dans On est complètement associé, on est partie prenante, on comprend, parce qu'en fait, il s'agit beaucoup de faire de pédagogie, surtout sur ces projets-là. Et bien finalement, on est rémunéré derrière et on y prend part. Et puis derrière, pour moi, il y a... Christiane Lambert l'évoquait, hein. Aujourd'hui l'agriculture produit 20% des énergies renouvelables françaises. Demain, l'ADEME pense que ça pourrait être un tiers. Et il y a un vrai enjeu aujourd'hui aussi de diversification de business model pour l'agriculteur. Et je pense qu'un des rôles de Mimosa aussi pour nous, c'est de véhiculer l'image d'un agriculteur qui aujourd'hui ne vit pas de son premier business model qui est celui d'alimenter les citoyens, mais va vivre aussi d'autres business models, d'être producteur d'énergie, d'être stockeur de carbone, d'être en charge de la biodiversité qui l'entoure. Et ça, c'est aussi, je pense, des choses qu'il faut valoriser et sur lesquelles il faut apporter surtout beaucoup de pédagogie. Oui. Vous avez très bien énoncé les intérêts pour les agriculteurs. Il y a des intérêts agronomique, d'abord avec une meilleure gestion de l'azote de l'air et puis une capacité avec les cives à optimiser la capacité photosynthétique, donc à produire plus de matière verte en quelque sorte. C'est intéressant également dans la rotation, ça permet aussi d'amener des éléments fertilisants, ça permet de réduire le besoin en engrais pour les agriculteurs de cette façon-là. L'incorporation de cives dans l'assolement, c'est aussi une diversification, donc c'est plus de biodiversité, qui peut parfois présenter aussi un intérêt pour les abeilles, notamment les insectes, avec des floraisons différentes. Une possibilité aussi de limiter l'érosion des sols, parce qu'on ne laisse plus de sol nu. On sait qu'il y a de plus en plus de périodes de pluie extrêmement fortes qui viennent complètement laver, balayer toute la meilleure partie de la terre, la partie qui est supérieure. Et ces qualités agronomiques, elles ont des conséquences économiques très directes. Si on arrive à préserver la totalité du sol en évitant l'érosion, eh bien c'est quelque chose d'intéressant. Et puis c'est aussi une façon de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc je crois que quand on ajoute les aspects agronomiques, les aspects réduction de gaz à effet de serre, les aspects économiques, ça donne un intérêt crescendo au projet dit petit. Si on ajoute en plus la création d'activités économiques par la construction et l'entretien sur les territoires, la création d'emplois sur les territoires. Mais oui, c'est un complément de revenu qu'on va chercher à la force du poignet et qui est très valorisant. Et quand les agriculteurs se mettent en mode projet et en collectif, je pense que ça redynamise aussi de façon très intéressante des territoires. La méthanisation coche beaucoup de cases de la transition écologique. Et c'est ce qui a invité en fait le Parlement dans la loi énergie-climat qui a été adoptée fin 2019 à essayer d'élargir au niveau législatif l'objectif que la France peut se fixer en matière de développement de gaz renouvelable, puisque initialement l'idée était effectivement qu'il y ait 10% de gaz renouvelable dans la consommation de gaz en 2030, et les parlementaires ont rajouté un au moins 10%, ce qui ouvre en fait la fenêtre possible pour la méthanisation à plus de 10%.
Alors effectivement, nous, GRDF, on est persuadé effectivement que le financement participatif est un vrai levier, effectivement, on va dire, d'acceptabilité territoriale. Alors, l'expérience Grand Est aujourd'hui, on a assez peu, voire pas, de projets, à ma connaissance, en injection avec du financement participatif à ce jour. Mais voilà, on n'exclut pas effectivement sur des projets, on voit que quand même les porteurs de projets s'ouvrent de plus en plus. Hein. Il y a quelques années, ils considéraient, bon, c'était un projet privé sur un terrain privé et on avançait, quoi. Aujourd'hui, ils voient qu'ils sont obligés, et nous, on apporte ce conseil d'ouvrir à la concertation, à l'information le plus tôt possible dans la maturité de leur projet. Et on évoque effectivement cette possibilité d'ouvrir à un financement participatif. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas eu encore l'occasion, mais... Et puis ce qu'on va essayer, nous, d'apporter Mimosa derrière, c'est après tout le savoir-faire qu'on peut avoir en termes de communication. Donc venir accompagner et soutenir le porteur de projet sur une conférence de presse, par exemple, à organiser sur place. Venir l'accompagner sur toute la communication digitale qu'il peut faire autour du projet. On parlait de réseaux sociaux au tout début. Ça peut être aussi un formidable outil, un formidable levier pour justement venir parler de manière constructive et de manière pédagogique du projet. Quand c'est l'agriculteur qui va présenter son projet, qu'il porte avec conviction, qu'on voit qu'il le maîtrise et qu'est-ce que ça va apporter au territoire, c'est positif.